Salut, une nouvelle vidéo sur la série de vidéos concernant le concours du magistère du CRD. Alors, on va corriger le sujet de mathématiques et de statistiques 2022. D'accord, c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu les corrections de 2021-2019. Je vous invite à aller dans la chaîne YouTube, dans la playlist de CRD pour voir. Toutefois, le sujet de 2022 est très similaire à celui de 2021. D'accord, d'ailleurs, il y a les questions qui se répètent. Il y a des questions qui se ressemblent. Très bien. Donc, on va commencer par le premier exercice. Le premier exercice, c'est répondre directement sur cette feuille et mettre la feuille dans la copie. Donc, ici, on dit de cocher une seule case. Deux événements disjoints ne sont pas indépendants. D'accord. Deux événements disjoints ne sont pas indépendants. Alors, pour répondre à cette question, il faut la réécrire. Qu'est-ce que ça veut dire deux événements disjoints ne sont pas indépendants? L'autre manière de voir la question, c'est est-ce que si A inter B égale à l'ensemble vide, alors P de A inter B égale à P de A, enfin est différent de P de A fois P de B. Alors, bien évidemment, ici, on n'a pas besoin de trop réfléchir. C'est une affirmation qui est fausse. C'est une affirmation qui est fausse. Pourquoi? Parce que si A inter B égale à l'ensemble vide, n'est-ce pas? Il peut arriver que A, que A et B soient non vides et tous les deux sont aussi non vides et tous les deux sont disjoints. Comme il peut arriver que l'un des deux est vide. D'accord? Regardez par exemple la situation où si A c'est l'ensemble vide et B est différent de l'ensemble vide, vous voyez qu'on aura P de A inter B égale à P de l'ensemble vide, parce que A inter B va donner l'ensemble vide, c'est-à-dire 0, qui sera égal à P de A fois P de B. Pourquoi P de A fois P de B? Parce que P de A sera P de l'ensemble vide, c'est-à-dire 0, et P de B sera nécessairement non nul, c'est-à-dire 0 fois quelque chose donne 0. C'est-à-dire que si on a cette situation, la proposition là n'est pas vraie. D'accord, donc c'est une proposition fausse. Question de l'intersection d'événements traduit toujours un et. Là, il n'y a pas de... Il ne faut pas tergiverser, c'est tout. Question 3. X, Y, un vecteur aléatoire direct pour lequel X prend les valeurs AI y allant de 1 à NX et Y prend les valeurs BJ y allant de 1 à NY. Parmi les définitions suivantes, lesquelles est vraie pour les lois marginales issues du vecteur aléatoire X et Y. Alors, pour avoir les lois marginales, il s'agit de calculer, d'avoir la loi marginale de X, c'est l'ensemble des P de X égale à AI. Et la loi marginale de Y, c'est l'ensemble des P de Y égale à BJ. Donc, la seule question qui nous renvoie à ça, c'est, enfin, la seule assertion, c'est la troisième. D'accord? Les lois marginales sont données par la première et la deuxième composante de vecteur P de X égale à AI et P de Y égale à BJ. Donc, c'est ça. Quatrième question, X, Y, deux variables aléatoires dont la covariance est différente de 0, n'est-ce pas? Donc, on a X et Y, deux variables aléatoires telles que la covariance est différente de 0. Alors, ces deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes. C'est faux. C'est faux. Bon, peut-être avant de répondre, il faut que je vous explique quelque chose. Voici la propriété qui est dit dans les cours de statistiques. Elle dit que si X et Y sont indépendantes, n'est-ce pas, sont deux variables aléatoires indépendantes, alors covariance de X et de Y égale à 0.
Ça, c'est une proposition P implique Q. D'accord? C'est une proposition qui est vraie. P implique Q est vrai. La contraposée de P implique Q, c'est quoi? La contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. C'est-à-dire, si on veut utiliser cette propriété, on aura si covariance de X et Y est différent de 0, alors X et Y ne sont pas indépendants. Ne sont pas indépendants. D'accord? Indépendante, autant pour moi. Indépendante. Donc, c'est une propriété, cette question, la réponse est la première. Elle est vraie. C'est la contraposée de P implique Q, non Q implique non P. Très bien. Question 5. La dérivée première de la fonction exponentielle g de x égale à exponentielle de 3x carré plus 1 est donnée par quoi? Alors, c'est quoi la dérivée première de ça? Pour répondre à cette question, peut-être on va faire un petit rappel. La dérivée première de l'exponentielle de u de x, n'est-ce pas, prime, c'est égal à u prime de x multiplié par u de x. Multiplié par exponentielle de u de x, autant pour moi. Multiplié par, je vais mettre ça, multiplié par exponentielle de u de x. Très bien. Donc, si on a exponentielle de 3x carré plus 1, si on veut dériver ça, c'est égal à la dérivée de 3x carré plus 1 prime fois exponentielle de 3x carré plus 1, c'est-à-dire 6x exponentielle de 3x carré plus 1. Donc, ça correspond à la deuxième, n'est-ce pas? Alors, question 6, là, on n'a pas besoin de réfléchir. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac. D'accord? Donc, elle est plutôt fausse. Voilà. Donc, c'est tout pour cette... bon, il y a un dernier exercice. On dit, question 7, on veut déterminer les racines de x carré moins 2x plus 1. La fonction s'annule au point suivant. Alors, pour résoudre ça, il y a deux manières. Vous pouvez remarquer facilement que c'est une identité remarquable, c'est-à-dire f de x égale à x moins 1 au carré, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une racine double qui est 1. Donc, il y a une racine double qui est 1. C'est cette réponse. Une autre manière de faire, c'est de calculer le discriminant. B carré moins 4ac, ça va faire moins 2 au carré, moins 4 fois a qui est 1 fois c qui est 1, c'est-à-dire 4 moins 4 qui donne 0. Donc, si le discriminant est nul, ça veut dire qu'il y a une racine double x0 qui est égale à moins b sur 2a, c'est-à-dire 2 sur 2 fois 1, c'est-à-dire 1. Donc, ça redonne encore la troisième réponse. Alors, pour la question 8, on dit un sac de 12 billes noté de A à L, n'est-ce pas? Un sac contient 12 billes notées de A à L, lettres écrites sur chaque bille. On pioche 3 billes, cocher les affirmations qui est correcte. Cocher l'affirmation qui est correcte parmi les phrases suivantes. Si on pioche simultanément 3 billes, c'est non ordonné avec répétition possible. Non, les tirages simultanés, ce sont les combinaisons qui sont effectivement les dispositions non ordonnées, mais sans répétition. D'accord? C'est ça qui rend cette assertion fausse, c'est-à-dire que ici on a effectivement une disposition non ordonnée, c'est sans répétition. Maintenant, si on pioche chaque bille, puis on la replace dans la boîte et on mélange les billes avant de piocher la suivante et on note l'ordre dans lequel on a obtenu les lettres, c'est une disposition ordonnée, oui, avec répétition possible. Donc, c'est une combinaison. Ça,
c'est le mot qui vient fausser cette deuxième proposition. Donc, elle est une ordonnée, elle est avec répétition, mais ce n'est pas une combinaison. Si on pioche chaque bille et on ne la replace pas dans une boîte avant de piocher la bille suivante et on note l'ordre dans lequel on a obtenu les lettres, c'est ordonné avec répétition possible. Non, c'est ordonné, mais sans répétition. On a dit on ne replace pas. Ça veut dire que c'est sans répétition. Donc, cette assertion est fausse. Si on pioche simultanément 3 billes, c'est non ordonné et sans répétition. Ce sont des combinaisons. C'est celle-là qui est juste. Si on pioche simultanément 3 billes, on a non ordonné. Oui, on a sans répétition et effectivement, c'est une combinaison. Comme il y a une seule assertion, le reste n'est pas juste. D'accord? Donc, voilà, c'est tout pour cette question. Exercice 2. Exercice 2. On dit dans tous les exercices, poser les détails de calcul et justifier clairement les valeurs utilisées. On ne demande pas le résultat final. On ne demande pas le résultat final. D'accord, ok. On dit, on réalise une enquête pour le lancement d'une nouvelle gamme de produits en interrogeant indépendamment les clients dans une grande surface, c'est-à-dire d'éventuels futurs consommateurs parmi les personnes interrogées. 15% seulement se déclarent intéressés par ces produits. D'accord? Soit X, le nombre de personnes intéressées par le produit parmi N personnes interrogées au hasard et indépendamment les uns des autres. Vous voyez, on a interrogé N personnes au hasard, indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire la réponse d'un individu n'est pas influencée par la réponse de son prédécesseur et qui ne va pas influencer la réponse de son successeur. Donc, ça veut dire qu'on est déjà dans un schéma de Bernoulli, n'est-ce pas? Donc, dans cette question, on interroge n égale à 10 personnes, justifier la constitution de loi binomiale de la variable aléatoire x. C'est une loi binomiale, pourquoi? Parce que, premièrement, lorsqu'on interroge un individu, soit il est intéressé, soit il n'est pas intéressé, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on interroge un individu, soit il est intéressé avec une probabilité P égale à 15%, soit il n'est pas intéressé. Donc, l'expérience qui consiste à interroger une personne est une expérience de Bernoulli qui n'a que deux issues possibles. Deuxième chose qui va justifier la construction d'une expérience de Bernoulli, de binomial, c'est que les choix, les personnes sont interrogées au hasard et indépendamment les uns des autres. Ça veut dire que ce sont des répétitions indépendantes, n'est-ce pas, d'une expérience de Bernoulli. Donc, on a n répétitions indépendantes. Donc, on a bel et bien affaire à une loi binomiale de paramètres NP, c'est-à-dire une loi binomiale de paramètres 10, P c'est 0,15. D'accord? Elle soumet les événements, puis lit dans la table à préciser en justifiant et écrit la valeur numérique de la probabilité pour qu'aucune personne parmi les 10 interrogés ne soit interrogée par ces produits. Donc ici, on dit la probabilité pour qu'aucune personne parmi les 10 personnes interrogées ne soit intéressée. N'est-ce pas? Aucune personne parmi les 10. Donc, il s'agit de calculer P de X égale à 0. P de X égale à 0, c'est aucune personne parmi les 10 ne soit intéressée. Donc, si on vient dans la table de la loi binomiale qui est donnée ici, on est dans le cas où n vaut 10, n vaut 10 et k vaut 0. N vaut 10 et k vaut 0. Vous voyez que ça correspond à cette probabilité que voici. D'accord? C'est 0,5987. Donc, cette probabilité, c'est 0, où est-ce qu'on était? 0,5987. 0,5987. Ensuite, elle soumet les événements, puis lit dans la table président justifiant et écrit là où les valeurs numériques de la probabilité pour qu'au plus 6 d'entre elles soient intéressées par le produit. Au plus 6, c'est-à-dire qu'on calcule la probabilité que X soit inférieur ou égal à 6. Au plus 6 personnes soient intéressées, c'est égal à
P de X égale à 0. Quand on dit au plus 6 personnes sont intéressées, ça veut dire que soit aucune personne n'est intéressée, soit c'est une seule personne qui est intéressée, soit c'est deux personnes qui sont intéressées, soit c'est trois personnes qui sont intéressées, soit c'est quatre personnes qui sont intéressées, soit c'est cinq personnes qui sont intéressées, et enfin, soit c'est six personnes qui sont intéressées. On peut aussi passer par l'événement contraire, c'est-à-dire que cette probabilité-ci est encore égale à 1 moins la probabilité que x soit strictement plus grand que 6, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que x soit égal à 7, moins la probabilité que x soit égal à 8, moins la probabilité que x soit égal à 9, moins la probabilité que x soit égal à 10. D'accord, donc on peut aussi passer par cet événement contraire. Donc, si on regarde directement dans la table de loi de la loi binomiale, on est dans le cas où n égale à 10. Donc, on était à... alors, on a dit que c'est cette quantité, plus 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 cette quantité. Donc, on effectue le calcul simplement. Bon, ce qu'il faut remarquer, c'est que ça va probablement donner 1. Hein. Ça va probablement donner 1, cette probabilité-là. Bon, presque 1. On verra bien. Question 1C. Exprimer l'événement puis lire dans une table à préciser en justifiant et écrire les valeurs numériques. La probabilité qu'au plus 6 personnes. Oui, donc c'était la question 1C. Bon, on passe à la question 2. Dans cette question, on interroge 60 personnes. On rappelle que E de x égale à NP égale à 9. Justifier l'approximation à la loi binomiale par la loi de Poisson de paramètre 9. Alors, quand est-ce qu'on peut justifier une approximation d'une loi binomiale par la loi de Poisson de paramètre 9? Premièrement, il faut que le nombre de répétitions soit supérieur ou égal à 30. Dans notre cas, c'est 60. Cette condition-ci est déjà vérifiée. D'accord? Deuxième condition, c'est que il faut que... Oui, donc là, on était en train de voir l'approximation. Comment on approxime? Alors, première condition, il faut que le nombre de répétitions soit supérieur ou égal à 30. Condition vérifiée. Deuxième condition, il faut que n multiplié par p soit inférieur ou égal à 15, ce qui est le cas. Ce qui est le cas parce que n multiplié par p, c'est 9. Donc, voici np ici. C'est cette quantité qui est 9. Et alors, les deux conditions sont vérifiées. Ça veut dire que on peut approximer la loi binomiale par la loi de Poisson. On dit exprimer l'événement et puis lire dans la table à préciser en justifiant et écrire la valeur numérique de la probabilité qu'au plus 5 personnes soient intéressées par ces produits. Donc, la probabilité qu'au plus 5 personnes soient intéressées par ces produits, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5, n'est-ce pas, qui est égal à la probabilité que x soit égal à 0 plus la probabilité que x soit égal à 1 plus la probabilité que x soit égal à 2 plus la probabilité que x soit égal à 3 plus la probabilité que x soit égal à 4 plus enfin la probabilité que x soit égal à 5. Donc on peut aller directement dans la table de la loi de Poisson pour vérifier ça. Donc on est sur la table de la loi de Poisson de paramètre 9. Lambda égale à 9. On est à ce niveau. Lambda égale à 9. Donc, on est à P de x égale à 0. C'est cette valeur. Cette valeur. Bon, on va mettre en surbrillance. P de x égale à 0. P de x égale à 0, c'est là.
P de x égale à 1, c'est là. P de x égale à 2, c'est là. P de x égale à 3, c'est là. P de x égale à 4, c'est là. Et enfin, P de x égale à 5. Donc, ça veut dire qu'il faut sommer toutes ces quantités pour avoir le résultat recherché. Très bien. Donc, je vous laisse le soin de sommer. Passons à la question 3. La question 3 dit un client va acheter un produit de cette gamme attend à une caisse. Le temps d'attente de cette caisse avant l'encaissement du produit est une variable aléatoire t dont la densité de probabilité est donnée par f de t égale à 0 si t est négatif et f de t égale à 3k exponentielle moins t si t est négatif. Prouvez que le coefficient multiplicateur est k égale à 1 tiers en détaillant votre raisonnement. Alors, pour prouver ça, on va partir du fait que f est une fonction de densité. D'accord, f est une densité. Densité de probabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, f est une densité? Ça veut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt égale à 1. Donc, ça veut dire tout simplement que on va séparer cette intégrale en deux. Intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt plus intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt égale à 0, égale à 1, autant pour moi. Maintenant, on sait que cette intégrale-ci vaut 0. Donc, alors, ça veut dire ceci, cette intégrale-ci vaut 0. On a 0 plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de, sur 0 plus l'infini, la fonction c'est 3k exponentielle de moins t dt égale à 1. C'est-à-dire, lorsqu'on va calculer la primitive de ça, on aura moins 3k exponentielle de moins t allant de 0 à plus l'infini égale à 1, ce qui va donner, ça va donner 3k égale à 1, c'est-à-dire k égale à 1 tiers. C'est similaire à l'exercice de 2021. Alors, troisième question, estimez la probabilité que le temps d'attente soit de moins de 2 minutes. Bon, ici, il y a aussi calculer la fonction de répartition de t. Donc, fonction de répartition de t en x, c'est égal à la probabilité que t soit inférieur ou égal à x. D'accord? Donc, on va calculer la fonction de répartition ici. C'est le même raisonnement que l'exercice de 2021. Alors, la fonction de répartition de t en x qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Là, on va discuter si x est négatif ou nul, alors ft de x, cette intégrale-ci va donner 0 et ft de x sera égal à 0. Maintenant, si x est positif, strictement, ça veut dire que cette intégrale-là, ft de x, on va la segmenter en deux intégrales. On peut dire que c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt de moins l'infini à 0 de f de t dt plus intégrale de 0 à x de f de t dt. Alors, l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt, c'est 0. Ça va donner intégrale de 0 à x de f de t dt qui est égal à intégrale de 0 à x de, puisque k c'est 1, on aura exponentielle de moins t dt. Lorsqu'on calcule ça, comme en 2021, ça va donner 1 moins exponentielle de moins x. Donc la fonction de répartition ft de x,
C'est la fonction qui est définie par intervalle de la manière suivante. Elle vaut 0 si x est inférieur ou égal à 0. Elle vaut 1 moins exponentielle de moins x si x est plus grand que 0. Donc voilà. Question 3. Exprimer la probabilité que le temps d'attente soit de moins de 2 minutes. Donc on demande de calculer la probabilité que le temps d'attente soit moins de 2 minutes, n'est-ce pas? C'est égal à ft de 2. Alors, on a même déjà ces valeurs ci. Non, on ne les a pas. Ft de 2, ça va faire 1 moins exponentielle de moins 2. D'accord? Et on fait le calcul. Très bien. Donc, l'exercice 3, c'est le même hein, que l'exercice de 2021. On dit exprimer si c'est possible de calculer a fois b et d'effectuer le calcul. Alors, pour ce premier cas de figure, c'est bien possible d'effectuer a fois b. Pourquoi? Parce que si on prend a multiplié par b, le format de a c'est quoi? Le format de a c'est 2 lignes, 3 colonnes, n'est-ce pas? Parce que a, voici la première ligne, deuxième ligne, première, deuxième et troisième colonne. Donc, le format de a c'est 2 lignes, 3 colonnes. Le format de b, c'est quoi? C'est 1, 2, 3 lignes, 1, 2 colonnes. B, c'est 3 lignes, 2 colonnes. Donc, on se rend compte qu'il y a égalité entre le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de B. Donc, A fois B est possible. A fois B est possible et ça va donner une matrice qui sera 2 lignes, 2 colonnes. Et vous effectuez le produit comme on a démontré dans le sujet de 2021. Donc, je vous invite à aller regarder le sujet de 2021. Je vous explique comment calculer le produit matriciel. Ici, B fois A, est-ce que B fois A est possible? Alors, ici, pour savoir si B fois A est possible, on regarde les formats. Le format de B, c'est 2 lignes, 3 colonnes. Et le format de A, c'est 3 lignes, 2 colonnes. 3 lignes, 2 colonnes. Donc, B fois A est bien possible. Ensuite, calculer le déterminant justifiant les étapes. Donc, déterminant, il est simple à calculer. Je vous laisse le soin de le faire. Donc, rendez-vous au sujet de 2023, qui est un peu plus différent. On va corriger ce sujet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en laisser en commentaire. Si vous avez des besoins particuliers, faites-nous part de cela dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez la vidéo qui peut aider plus d'une personne. Ça nous encourage à produire plus de contenu.